Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres de cette édition. Au sommaire à Dubaï, le président de la République Macky Sall a appelé à une gouvernance mondiale équitable et au respect de la souveraineté des États africains afin de bâtir une économie forte sur le continent. Le chef de l'État prend part au sommet mondial des gouvernements. Au cours des comptes, 8 nouveaux magistrats ont prêté serment installés dans leurs nouvelles fonctions. Ces magistrats vont exercer les missions de contrôleurs et d'auditeurs des comptes publics. Le plus grand navire hôpital civil au monde est à Dakar. Le Global Mercy a accosté ce matin au port autonome de Dakar une mission humanitaire de 5 mois pour soigner les pathologies les plus sévères de plus d'1 millier de personnes. La 4e édition des journées agroécologiques lancée ce mardi 14 février. Cette année, les acteurs de l'environnement vont travailler avec les pouvoirs publics sur la territorialisation pour bâtir un nouveau cycle de dialogue durable. Et le Sénégal participe à l'élan de solidarité pour la Turquie qui a été gravement éprouvée par le violent tremblement de terre. Une trentaine de sapeurs-pompiers déployés et une contribution financière importante d'$1 million. Bonsoir et bienvenue. Sommet des gouvernements à Abu Dhabi au Royaume, aux Émirats Arabes Unis. Le président de la République Macky Sall a plaidé pour une gouvernance mondiale équitable et au respect de la souveraineté des États africains pour bâtir une économie forte et durable. Le chef de l'État a été l'invité de son Altesse Mohamed Cheikh Zayed Al Nahyan. Le chef de l'État a également plaidé pour la transition énergétique et la promotion des investissements sur le continent. Envoyé spécial Pape Biram Biguenyaïa. Macky Sall, Raïs Jamhouriyat Sénégal ou Raïs. C'est un rendez-vous mondial où la voix de l'Afrique est portée par le président Macky Sall. Son leadership et sa vision ont séduit les dirigeants du monde arabe. L'enjeu d'une réflexion bâtie autour des questions de géopolitique qui font marcher le monde au rythme d'une gouvernance qui souvent laisse l'Afrique en marge des grandes décisions. C'est cette injustice que le président Macky Sall a tenu avant tout à relever. Nous constatons que la gouvernance mondiale n'est pas équitable, en ce sens que les règles qui gouvernent le monde sont des règles qui ont été fixées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une injustice et l'Afrique, malheureusement, est le continent qui a le plus subi cette injustice puisque tout un continent est absent de l'organe principal du Conseil des Nations Unies, qui est le Conseil de sécurité, qui a en charge la gestion de la paix et de la sécurité dans le monde. Nous nous battons depuis des décennies. De la même façon, nous nous battons pour également changer les règles des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, et nous nous battons aussi pour que l'Afrique soit présente en qualité de membre permanent dans le G20. Et ce combat, je l'ai mené avec l'Union africaine à partir de l'année dernière, grâce quand même à la sensibilité des pays membres du G20. Ils ont accepté la candidature de l'Afrique qui sera donc portée et validée lors du prochain G20 en Inde. Ce sommet de Dubaï met en lumière la position d'une Afrique debout face à une crise économique qui découle notamment de la guerre en Ukraine. Cette guerre qui a fini de provoquer des conséquences dramatiques sur les économies africaines. Là-dessus, le président Macky Sall réitère son appel à la paix et surtout souligne la nécessité pour le continent de s'attaquer à l'urgence de la sécurité alimentaire. Notre position, ce n'est pas certainement d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est d'abord de tout faire pour que cesse cette guerre, ensuite de travailler avec toutes les parties pour rebâtir en tout cas un nouveau monde qui nous éloigne de la guerre, puisque en Afrique, nous vivons malheureusement la guerre contre la famine, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre les changements climatiques. Nous avons assez de guerres sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de souteneurs. Donc notre combat, c'est vraiment la survie et le développement de l'Afrique. Et nous venons de faire une grande rencontre à Dakar, Feed Africa, nourrir l'Afrique et la résilience. Et nous avons mobilisé 32 milliards de dollars, 32 billions, pour justement, dans un délai de 5 ans, rendre l'Afrique autonome en matière céréalière. Dans la foulée, le président Macky Sall donne les grandes orientations pour promouvoir les investissements en Afrique. Il ressort de son plaidoyer un changement du paradigme pour mettre fin à la fausse perception du risque qui souvent freine l'élan des investisseurs. Ceux qui investissent en Afrique et qui ont eu le courage de venir le savent très bien. Et ils ont un retour sur investissement. Parfois un retour beaucoup plus important que dans d'autres parties du monde.
demandez à DP World, nous sommes dans son pays. DP World est au Sénégal chez moi depuis plus de 10 ans, 15 ans, et ils sont présents ailleurs sur le continent. Et ils viennent de décider de co-investir avec l'État du Sénégal sur un projet d'un port en eau profonde de plus de 800 millions de dollars américains. Et il y a d'autres sociétés qui sont sur place. Mais ceux qui nous notent lorsqu'ils viennent, d'abord, voient même rarement les gouvernements. En général, on va voir la société civile, on va voir les acteurs qui ne sont pas des acteurs centraux pour prendre leur perception de leur propre gouvernance. Et c'est sur cette base que les notations sont faites. Alors ça, je pense que c'est peut-être utile, mais ce n'est pas le plus important dans un pays. Dans un pays, il faut aller vers l'économie réelle, vers les potentialités réelles, vers l'existant. Mais on ne peut pas noter simplement les pays parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de démocratie ou bien parce que la société n'est pas assez ouverte, parce que les pays ne sont pas d'accord pour changer leur législation dans tel ou tel sens. Alors qu'on doit respecter avant tout la souveraineté des États. On doit respecter la souveraineté des Africains. On doit juger l'Afrique sur ce qu'elle fait et non pas sur ce qu'eux pensent que l'Afrique fait. Le Sénégal va démarrer l'exploitation du pétrole et du gaz au dernier trimestre de l'année 2023. C'était l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer sa position pour une transition énergétique juste et équitable. D'abord, nous allons exploiter nos ressources naturelles pour l'accès universel à l'électricité, pour la compétitivité économique, mais au même moment, nous développons les énergies renouvelables. Nous travaillons avec certains partenaires pour un jet prix qui soit maîtrisé dans le temps. Donc, oui, faire encore du renouvelable, mais quand même utiliser nos ressources naturelles comme tout le monde l'a fait. D'ailleurs, ceux qui nous le disent, quand vous voyez bien, lorsque la guerre en Ukraine, sont toujours tous retournés au charbon, qui est l'énergie la plus polluante, sont tous retournés au fioul. Donc, aux énergies fossiles. Alors, donc, il ne faut pas qu'on nous dise, nous les Africains, non, attendez, le climat est là, donc renoncez à tout ça, et puis allez vous occuper d'énergie renouvelable. C'est un jeu qui ne peut pas prospérer. Mais déjà, comme je dis, nous travaillons vraiment pour une transition juste et équitable, pour un climat, mais d'abord, il faut qu'on valorise aussi notre pétrole, notre gaz, bien sûr, comme tout le monde l'a fait jusque-là. Valoriser les ressources naturelles du continent pour asseoir les bases d'un développement économique et social durable. C'est là tout l'enjeu d'un tel plaidoyer. En portant la voix de l'Afrique aux Émirats arabes unis, le président de la République Macky Sall trace la voie vers un avenir prometteur pour tout un continent. Et puis toujours à Dubaï, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décroché 2 gros investisseurs qui vont accompagner le programme des 100 000 logements. Il s'agit de MRS Gate Investment d'Abu Dhabi et du groupe Razzia spécialisé dans la construction. Les travaux vont bientôt démarrer. Ce sera dans la région de Thiès pour rester dans la continuité du conseil présidentiel tenu donc dans la région de Thiès. Biram Bigayaya. Avec la signature de cet accord de construction de 50 000 logements entre l'État du Sénégal et la société Emirates Gate Investment d'Abu Dhabi, notre pays amorce la phase d'accélération de la mise en œuvre du projet 100 000 logements avec une production de logements à grande échelle. Well, we have signed very prestigious contract for Nous venons de signer un contrat extrêmement important sous l'autorité du président de la République, son Excellence Macky Sall. Et c'est un projet très très important et nous sommes sûrs que nous allons réaliser des choses intéressantes pour nous. Important project for the country and we are going to deliver it very well. Very state-of-the-art pre-built housing project. C'est un projet qui concerne 25 000 logements sociaux, 15 000 unités économiques et aussi nous allons faire aussi dans le grand standing. Total 50,000 housing units. We are going to finish it in 5 years' time. Après plus de 2 ans de négociations, le contrat a donc été signé ce mardi 14 février. Un accord qui porte sur l'aménagement, la construction de logements, d'infrastructures et d'équipements dans la région de Thiès. Dans une première partie, c'est la nouvelle ville de Thiès et en continuité du conseil présidentiel et des orientations du chef de l'État. Là, nous sommes en train de travailler sur les procédures. Le chef de l'État nous a demandé de les accélérer et nous pensons que sans délai, les travaux vont démarrer. Auparavant, le président Macky Sall a reçu le PDG de Razzia, toujours dans le cadre du programme 100 000 logements. A great honour. We've been working on it for some time now with the Senegal government
C'est un grand honneur pour nous de travailler avec l'État du Sénégal. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire dans le passé avec d'autres programmes, notamment avec nos partenaires chinois. Et là, il s'agit d'un projet de 20 000 logements dans un premier temps, sur un total de 50 000, et qui intègre parfaitement le programme 100 000 logements du chef de l'État. Social, economic and other housing, as promised by the President. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons un investisseur important qui accepte de s'engager dans le projet en respectant le cahier de charges que nous avons mis en place. Et le chef de l'État nous a demandé de veiller à ce que le foncier soit mis à sa disposition, mais aussi que tout le cadre réglementaire et légal soit respecté. Cette signature d'accord entre la société Emirates Gate Investment d'Abu Dhabi et l'État du Sénégal va permettre d'apporter une réponse durable à la problématique du loyer et du logement d'une manière générale. Les Émirats arabes unis sont connus pour la réalisation de gros ensembles urbains modernes. Les travaux vont durer 5 ans. Voilà, merci beaucoup, Pape Birame Biguendia. Donc voilà les deux gros investisseurs décrochés par le président de la République, son Excellence Macky Sall, à Dubaï en marge donc du sommet mondial des gouvernements. Autre aspect de l'actualité avec nécrologie, avec ce rappel douloureux de Ken Ndoye, l'athlète Ken Ndoye, avec ce tweet du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, je cite, « Je partage la peine de la famille et des proches de Ken Ndoye, sportive de renom, renommée internationale. Je rends hommage à une athlète de haut niveau, plusieurs fois championne d'Afrique. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport », a tweeté le président de la République, Macky Sall. Voilà, donc avec ce rappel à Dieu de Ken Ndoye. La Cour des comptes s'enrichit de 8 nouveaux magistrats. Ils viennent de prêter serment. Installés dans leurs nouvelles fonctions, ces magistrats vont travailler dans les missions de contrôleurs et d'auditeurs des comptes publics. Le compte rendu est signé Fanta Badji. Je le jure. Ils sont désormais membres de la haute juridiction financière de l'État. Ces magistrats, en prenant fonction, s'engagent à contrôler en toute transparence le bon usage des deniers publics conformément à la mission de la Cour des comptes. Vous êtes maintenant des magistrats. Et je vous rappelle qu'on est magistrat jusque dans sa tombe. Permettez-moi de vous affirmer que la Cour des comptes est aujourd'hui, plus que jamais, engagée à continuer à jouer pleinement son rôle institutionnel de gardien de la bonne utilisation des ressources publiques. Évitez de tomber dans le piège de la suffisance. L'accès à la Cour des comptes ne doit pas être pour vous une fin en soi, mais un défi exaltant qu'il vous appartient de relever avec brio. Pour cela, vous devez continuer à cultiver l'excellence. Après l'installation de ces magistrats, le président de la Cour a tenu à rappeler les différentes attributions des membres de l'institution judiciaire. Nous devons accepter que notre institution supérieure de contrôle nous impose un certain nombre d'exigences. Exigences de conformité avec notre statut, qui nous impose des obligations importantes et nous commande, comme vous venez d'en faire le serment, je cite, d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. L'accent a surtout été mis sur le caractère sacerdotal des missions de cette structure. La fonction de juge des comptes est, à bien des égards, un sacerdoce. Outre le jugement des comptes des comptables publics, l'appurement des gestions de fait et la sanction des fautes de gestion des ordonnateurs qui font de vous des magistrats financiers, vous serez appelés à effectuer le contrôle de la gestion des organismes publics et à assister le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Cette audience solennelle fait partie de l'agenda institutionnel de la Cour des comptes, et ce depuis 3 ans. L'installation des nouveaux magistrats de la Cour intervient dans un contexte d'orientation stratégique et de réforme de la juridiction, lesquelles réformes consacrent la sauvegarde du patrimoine, la transparence de la gestion des finances, entre autres exigences de la Cour.
Et puis cette rencontre entre le médiateur de la République et les organisations de la société civile, la délégation a été porteuse de plusieurs doléances et espère trouver des solutions rapides à ces réclamations. Ndeye Koumadiaïa. Des échanges sans filtre entre le médiateur de la République et les organisations de la société civile. Des interpellations par rapport aux préoccupations de l'heure. Une journée pour être à l'écoute du citoyen. C'est à la lumière de son cadre légal d'intervention qu'il convient de prendre la mesure de ce que certains appellent le magistère d'influence du médiateur de la République. Intercesseur par détermination de la loi, le médiateur de la République est par ailleurs défenseur des droits des administrés, des usagers et des citoyens. Une défense des droits contre notamment les dysfonctionnements administratifs, la maladministration ainsi que les abus de pouvoir. Le médiateur joue un rôle d'interface et de facilitation entre l'administration, le citoyen, l'entreprise et toute autre entité investie d'une mission de service public. Il œuvre pour le renforcement de l'état de droit. Les difficultés auxquelles font face les handicapés ont été soulevées. Le médiateur a promis d'y apporter des réponses concrètes. Ça fait plus de 10 ans, à part les deux décrets ne sont pas encore signés. Parmi ces décrets, nous comptons tous sur les deux décrets, la haute autorité qui permet d'accompagner les différents handicaps. L'autre décret que nous souhaitons la signature dès l'année 2023, c'est la signature de l'article 29 qui permet aux entreprises publiques et privées de réserver un quota de 15% pour la population, particulièrement les jeunes en situation de handicap. Les débats ont été riches et dynamiques. Les différentes parties ont fait le tour des problématiques. Une fois de plus, le médiateur de la République a été fidèle à sa mission d'être à l'écoute du citoyen. La RTS apporte des éclairages après la coupure du signal du groupe Walfadjri, des explications données par son directeur technique qui a reçu Kaltom Gueye. La RTS n'est impliquée ni de près ni de loin dans l'arrêt du signal de Walfadjri sur la TNT. Son directeur technique répond ainsi au communiqué du groupe de presse, communiqué dans lequel on peut lire, je cite, « Le groupe Walfadjri se tient prêt à réagir à l'outrage que constitue remplacer les fréquences de la voix des sans-voix par celles de la RTS. » Fin de citation. Face à ces contre-vérités qui relèvent de l'intoxication, la RTS tient à apporter un démenti formel. Jamais il n'a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelque organe que ce soit par celles de la RTS. Il est à rappeler que dans le contexte de la diffusion télévisuelle numérique terrestre actuelle, la TNT, aucune fréquence n'appartient en particulier à une chaîne depuis la fin de la diffusion analogique. Les signaux des éditeurs sont multiplexés et diffusés sur des supports fréquentiels avec un partage de ressources pour former des bouquets. Dès lors, la RTS devient éditeur comme toutes les autres chaînes de télévision. Donc c'est la TDS SA qui gère tout ce qui est diffusion. Il est possible pour la TDS, sur injonction du régulateur, le CNRA, de couper le signal de n'importe quel éditeur, y compris celui de la RTS. Et qui dit bouquet dit forcément plusieurs chaînes sur une seule et même fréquence. On comprend dès lors l'impossibilité technique et le non-sens d'une telle affirmation, si ce n'est la volonté de mêler injustement la RTS à un débat qui ne la concerne pas. Sur la TNT, on ne capte pas Walfadjri parce que le signal est coupé. Juste après la RDV, Canal 3, on se retrouve sur le Canal 5, la RTS 2. Et ceci s'explique. Pour la première génération de décodeurs, la chaîne apparaît sur un bandeau, alors que pour la deuxième génération de décodeurs, la chaîne n'apparaît pas, puisqu'elle est skippée lorsque le signal est bloqué par le diffuseur lui-même. La RTS apporte ainsi un démenti avec des explications claires et vérifiables. Et je vous fais lecture de ce communiqué de la RTS. Le communiqué diffusé par le groupe Walfadjri est consécutif à la suspension du signal de Walf TV sur la TNT par le CNRA mentionne, je cite, que le groupe Walfadjri se tient prêt à réagir à l'outrage que constitue remplacer les fréquences de la voix des sans-voix par celles de la RTS. Fin de citation.
Face à ces contre-vérités qui relèvent de l'intoxication, la RTS tient à apporter un démenti formel. Jamais il n'a été question de vouloir remplacer les fréquences de quelques organes, que ce soit par celles de la RTS. Il est à rappeler que dans le contexte de la diffusion télévisuelle numérique terrestre actuelle TNT, aucune fréquence n'appartient à une chaîne en particulier depuis la fin de la diffusion analogique. Les signaux des éditeurs sont multiplexés et sont diffusés sur des supports fréquentiels avec un partage de ressources pour former des bouquets, le tout géré par la télédiffusion du Sénégal TDCSA, qui, il faut le rappeler, gère la diffusion de toutes les chaînes non cryptées du Sénégal sur le territoire national en passant par la collecte, le multiplexage et le transport. Maintenant, il est possible pour la TDS, sur injonction du régulateur, le CNRA, de couper le signal de n'importe quel éditeur, y compris la RTS. Qui dit bouquet dit forcément plusieurs chaînes sur une même fréquence. On comprend dès lors l'impossibilité technique et le non-sens d'une telle affirmation, si ce n'est la volonté de mêler injustement la RTS à un débat qui ne le concerne pas. Pour la première génération de décodeurs, la chaîne apparaît sur un bandeau, alors que pour la deuxième génération de décodeurs, la chaîne n'apparaît pas puisqu'elle est skippée lorsque le signal est bloqué par le diffuseur. C'est signé le directeur technique communiqué de la RTS. Et puis, je vous le disais en titre, c'est le plus grand navire hôpital civil au monde. Le Global Mercy est à Dakar. Il a jeté l'ancre ce matin vers les cours de 9h au port autonome de Dakar. Plus de 1000 personnes sont soignées dans les pathologies les plus sévères, y compris donc la chirurgie réparatrice. Sarah Matedem était à l'arrivée. Le plus grand navire hôpital civil au monde est arrivé au port autonome de Dakar. Il a fait son entrée sur les coups de 9h, imposant sur ses 175 mètres de longueur et ses 37 000 tonnes. Le port autonome de Dakar a dû lui aménager un espace spécial pour le recevoir. L'Africa Mercy n'avait pas les mêmes dimensions que le Global Mercy. Donc il fallait travailler pendant 2 mois sur la mise à niveau de l'infrastructure portuaire, surtout au niveau du quai, avec des bollards, des dispositifs de protection, que l'équipe technique du port autonome de Dakar a travaillé en relation avec les ingénieurs et les techniciens donc, de la fondation Mercy. Nous avons pu certifier l'infrastructure portuaire pour pouvoir faire accoster le navire Global Mercy ce matin, en respectant toutes les conditions de sécurité, d'une part. D'autre part, les conditions de convivialité, parce que le navire vient avec un équipage à peu près de 600 personnes, donc des techniciens de la marine, mais aussi des médecins à bord. Le Global Mercy va recevoir plus de 1000 personnes qui vont bénéficier de soins de santé adéquats et gratuits. Nous avons déjà fait des sélections au niveau des 14 régions du Sénégal, de Kédougou à Dakar. Et à ce jour, nous avons déjà sélectionné près de 1000 personnes qui sont bilantées, qui sont diagnostiquées et aujourd'hui qui attendent vraiment la chirurgie gratuite, mais également la chirurgie sûre. C'est aujourd'hui pourquoi nous avons en tout cas tout le plaisir de venir accueillir ce bateau qui sera là pour une durée de 5 mois, vraiment au grand bénéfice de nos populations. Durant son séjour de 5 mois, le port autonome de Dakar compte accompagner le Global Mercy afin que tout se passe dans les meilleures conditions, surtout pour les bénéficiaires. Nous garantissons avec l'assistance de nos équipes techniques le suivi, la gestion propre du quai Selmer en relation avec Dakar Nav et les équipes du port, mais aussi en relation avec les autorités du Mercy, du ministère de la Santé et des représentants de la présidence pour que ce séjour se passe très bien, qu'on puisse atteindre le quota déjà planifié, à peu près 1200 personnes, et que les Sénégalais puissent tirer profit de ce séjour, qui est une opération d'assistance médicale. Le réceptacle et le port autonome de Dakar, je suis convaincu que ça se passera mieux qu'avant. Et aussi, l'organisation reconnaîtra les qualités organisationnelles de l'État du Sénégal à créer ce type d'opération. Avec un équipage de plus de 600 personnes, le Global Mercy va permettre d'opérer, mais également d'hospitaliser les patients pour une meilleure prise en charge, avec bien sûr un accompagnement du port autonome de Dakar
qui va ainsi participer à la réussite de la mission. Le Sénégal contribue à l'élan de solidarité après le tremblement de terre qui a frappé lourdement la Turquie avec un bilan provisoire de plus de 35 000 morts. Une trentaine de sapeurs-pompiers déployés en Turquie avec une contribution financière importante d'$1 million. À noter que donc, pendant ce tremblement de terre, aucun citoyen sénégalais de décès n'a été donc déploré et déclaré pour l'instant. Le Sénégal qui contribue donc à cet élan de solidarité. Seydina Alunfal. Le bilan, encore provisoire, fait état de plus de 35 000 morts en Turquie après le puissant séisme qui a frappé le pays et la Syrie. Du monde entier, les secours arrivent. Le Sénégal, partenaire privilégié de la Turquie, a apporté son soutien. Je salue, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la rapidité avec laquelle vous avez mis en œuvre les instructions hier à minuit après le Conseil des ministres d'envoyer un détachement des sapeurs-pompiers en Turquie. Et je salue ce détachement ici présent qui devrait prendre l'avion dès ce soir pour apporter la solidarité du Sénégal envers le peuple turc. J'ai également, dans cette perspective, décidé d'apporter une contribution modeste d'$1 million, soit 600 millions de francs CFA, en guise de contribution aux sinistrés de Turquie et de Syrie. Le détachement de 30 sapeurs-pompiers est arrivé sur le terrain en Turquie. Je remercie énormément Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui ont depuis le début, ils ont exprimé leur compassion pour ce qui s'est passé et qui sont à côté de nous, nous le savons. Comme vous le savez, des sapeurs-pompiers de la Brigade nationale sont partis hier matin. J'étais à l'aéroport avec eux. 30 sapeurs-pompiers sont partis dans la ville de Hatay, la ville où justement il y a le plus de soucis. Donc ils sont là-bas, sur le terrain, en train de nous aider. Pour l'heure, l'ambassade du Sénégal en Turquie n'a enregistré aucun décès de ressortissants sénégalais. Comme j'ai eu à le dire, à rendre compte au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, nous ne déplorons aucune victime du côté sénégalais. Seulement, tous ces citoyens qui étaient présents, surtout les étudiants, la dame qui est mariée aux citoyens turcs et les autres, ils ont perdu tout. Mais ils sont sains et saufs. En Turquie, les Sénégalais établis dans le pays participent à l'élan de solidarité. Il y a quelques Sénégalais volontaires qui sont partis même sur les lieux pour apporter leur secours et d'autres qui connaissent bien la langue également aident à traduire, à aider ceux-là qui sont sur les différents lieux. Donc, les Sénégalais, la communauté sénégalaise au niveau d'Istanbul est bien organisée pour apporter du secours matériel et certains d'entre eux-mêmes sont présents sur les lieux. Pour rassurer la population sénégalaise que nos compatriotes qui sont présents, qui étaient présents sur les lieux, sont aujourd'hui au niveau de l'ambassade. En tout cas, pour les étudiants, ils sont logés et hébergés au niveau de l'ambassade suite aux instructions de Madame le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, les autres également, nous sommes en contact permanent avec eux. Ici, au Sénégal, la communauté turque s'organise. C'est une réunion de coordination sous le contrôle de l'ambassade de la Turquie. Le tremblement de terre en Turquie le semaine passée. Malheureusement, on a vu ça, mais on connaît que notre frère de Sénégalais, ils ont participé avec nous. Nous sommes ici pour contribuer à nos compatriotes turcs qui sont en Turquie, qui ont vécu une chose terrible. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien de mes amis sénégalais. À l'ambassade de la Turquie au Sénégal, des hommes et des femmes d'affaires coordonnent leur action avec l'ambassadeur en vue d'apporter leur assistance. Ils contribuent déjà en tant que citoyens turcs, ils ont déjà contribué en Turquie avec leur compagnie, mais ici on veut aussi organiser ensemble
on essaie de voir ce qu'on peut apporter du Sénégal, qu'est-ce qu'on pourrait faire et peut-être faire d'autres organisations qui pourraient attirer l'attention du Sénégal. Je sais que nous avons l'attention du Sénégal. La priorité en Turquie est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. L'APEX prend part à la 6e édition du Forum sur l'investissement à Dubaï Sharjah. C'est un rendez-vous d'affaires important des Émirats arabes unis. La présence de l'APEX a suscité de grands intérêts. Maman Moussagna. À la 6e édition du Sharjah Investment Forum, l'APEX SA a mis les petits plats dans les grands. Dans ce cadre, trônent les couleurs nationales au cœur des Émirats arabes unis. Des CEO de banques, des personnalités de fonds d'investissement et d'autres institutions sont venus saisir les opportunités d'affaires au Sénégal. Ici, la délégation conduite par le directeur général de l'APEX SA, le docteur Abdoulaye Baldé, prête une oreille attentive aux visiteurs à la quête de nouveaux marchés. Nous avons aussi participé à des panels de discussion et surtout nous avons signé une convention de partenariat avec World Logistic Passport, qui est une plateforme mondiale de partenariat et qui regroupe l'ensemble des entreprises ou des sociétés qui évoluent un peu dans le Golfe, mais au-delà, dans le monde entier. Beaucoup de visiteurs sont venus recueillir des informations relatives au Forum de Dakar, un événement qui suscite déjà des intérêts et les contours des rendez-vous ont été définis. Nous avons eu beaucoup d'intentions de participation. Nous allons continuer à travailler avec nos collègues de l'ambassade du Sénégal à Abu Dhabi, de manière à faire de telle sorte que l'ensemble du Moyen-Orient, l'ensemble des pays du Middle East puissent être informés de cet important rendez-vous de l'économie qui va se tenir au Sénégal au mois de juin. À côté de l'Association internationale des agences de promotion des investissements, APEX SA expose les atouts et opportunités de découverte de gaz et du pétrole au Sénégal, un contexte favorable à la promotion des investissements. Nous avons rencontré aussi bien des investisseurs que des fonds d'investissement, des banques qui ont manifesté leur intérêt pour notre pays. La rencontre de Dubaï a été choisie pour faire le point sur les zones économiques spéciales dont APEX SA assure l'administration et la gestion. 239 assistants à la sécurité de proximité viennent de recevoir leurs attestations après leur formation. Ces ASP ont été formés par la gendarmerie nationale et le groupement national des sapeurs-pompiers. La cérémonie a été présidée par le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la protection civile et de la sécurité de proximité, Ndaïkou Madiaye et Mamadou Sakine. Ces agents d'assistance à la sécurité de proximité sont désormais aptes à réguler la circulation. Après 2 semaines de formation dans différents domaines, cette cérémonie consacre la remise des attestations. Nous avons subi une formation en stage de police de la route au niveau de la gendarmerie nationale. Donc c'était un stage de 15 jours et c'était juste pour donc avoir les rudiments nécessaires à la régulation, les rudiments nécessaires au contrôle et avoir également des références sur la sécurité routière. La formation des ASP est devenue une priorité pour les autorités. Jusqu'ici, 1300 agents ont été formés à la sécurisation des édifices publics, à la conduite moto, entre autres. Nous, en tant que structure qui accompagne les forces de défense et de sécurité, qui ont le monopole de la sécurité, nous sommes très réconfortés de cette ouverture, de cet accompagnement, de cet encadrement des forces de défense et de sécurité. Parce que c'est cela qui va nous capaciter et nous permettre de faire notre travail avec beaucoup de compétences, mais surtout avec beaucoup de responsabilités. À travers ces sessions de formation, l'État cherche à inculquer des valeurs aux agents d'assistance à la sécurité de proximité. C'est vrai que c'est une agence qui a été créée pour renforcer le dispositif sécuritaire géré par les forces régaliennes, pour donner aussi une opportunité d'emploi aux jeunes, pour qu'ils puissent participer à la construction de l'édifice national, mais surtout
pour leur inculquer des valeurs civiques. Et c'est tout ce qui justifie le sens de cette formation. Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité annonce la poursuite de cette série de formations. Un partenariat avec la douane, les eaux et forêts. Le service civique national est aussi envisagé. La SONAGED, Société nationale de gestion des déchets, vient de lancer officiellement les brigades de propreté et de proximité avec un dispositif 24 heures sur 24 de suivi qui va assurer donc ce contrôle. 140 agents équipés en tricycle pour sillonner donc élargir ces dispositifs sur toute l'étendue du territoire national. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin parce que dans cette phase test, nous allons couvrir les 10 communes d'arrondissement sur les 19 du département de Dakar. L'objectif, c'est d'aller au-delà, d'aller vers Kermassar, Pikine et Rufisque, et au-delà même de l'ensemble des communes du Sénégal. Les brigades de propreté et de proximité viennent renforcer le système classique de nettoiement. Cette démarche vient renforcer le concept Sénégal propre. Et puis la ville de Rufisque va réceptionner sous peu de temps de nouveaux ouvrages d'assainissement avant l'hivernage plutôt. Le ministre du Développement communautaire, Samadio Benka, a effectué une visite de terrain avec en appoint 9 km de route réalisée déjà dans la ville Ousmane Doya. Nous sommes ici dans la prestigieuse ville de Rufisque, précisément dans l'un des grands chantiers de Promoville Sénégal. La construction de l'avenue Maurice Gueye et du canal Ouest aujourd'hui demeure une attraction pour pallier les problèmes de voirie et d'assainissement. Et je constate qu'il a pris en main ce dossier-là et nous vraiment souhaitons que la promesse soit tenue, que les travaux soient livrés avant l'hivernage au bénéfice des populations. Nous remercions encore une fois Monsieur le ministre, le chef de l'État, pour avoir choisi Rufisque pour cet important projet de Promoville. Par lui-même et ses équipes, le ministre de l'Équité territoriale s'est dit très rassuré de l'état d'avancement de ces grands chantiers et pense que tout sera fin prêt d'ici avant le début de l'hivernage. L'entrepreneur nous a rassuré que ces travaux pourront être livrés d'ici l'hivernage parce que l'enjeu, c'est surtout de pouvoir livrer l'ensemble de ces chantiers d'ici l'hivernage. Et on est très optimiste. On espère aussi pouvoir, encore une fois de plus, bénéficier du soutien des populations. Comme vient de le dire le chef de quartier, ça a été quand même une zone, je peux dire un dépotoir. Promoville Sénégal, une alternative crédible à la lutte contre les inondations à Dakar, mais aussi un ambitieux programme du président de la République pour promouvoir l'équité territoriale. Par exemple, ici dans la vieille cité Rufisque, avec la visite du ministre de tutelle, déjà 9 km de route ont été déjà mis à la disposition des usagers, en attendant la fin prochaine des travaux. Promoville, une tournée de plus vers l'avenir avec un référentiel de qualité, le plan Sénégal émergent, horizon 2035. Je vous le disais en titre, la 4e édition des Journées de l'agroécologie lancée ce matin. Cette année, les acteurs vont travailler sur la territorialisation du concept pour asseoir un dialogue durable avec les pouvoirs publics. Dame Silla. Depuis 2019, les différentes organisations et plateformes engagées dans la promotion de l'agroécologie au Sénégal ont décidé de s'unir au sein d'une seule alliance dénommée Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, DIATES. L'objectif est de repenser en profondeur nos manières de produire, d'échanger et de consommer afin de construire un nouveau modèle de développement. C'est tout un ensemble d'acteurs qui ont pris conscience et qui acceptent d'aller ensemble pour opérer des changements face à la dégradation de nos terres, face au changement climatique, face à l'augmentation de la population, où tout le monde se cherche pour aller vers une souveraineté alimentaire, mais une souveraineté alimentaire durable. Pour cette 4e édition, la territorialisation de l'agroécologie est le thème choisi. Une façon pour les acteurs de voir ensemble comment initier un nouveau cycle de dialogue politique national et local pour accompagner la territorialisation de l'agroécologie. Nous savons qu'aujourd'hui, pour pérenniser l'agroécologie, il faut que les maires s'impliquent. Et on commence à nous impliquer, puisque vous savez que l'environnement est un domaine de compétences transférées. Pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire, il y a certains piliers majeurs. Le premier pilier majeur, c'est le foncier. On ne peut pas avoir de la souveraineté si on n'a pas nos terres
sont aux mains de multinationales privées. L'agroécologie, c'est l'idée de faire en sorte que vous contrôliez et que vous maîtrisiez votre agriculture. C'est l'idée de la souveraineté alimentaire qui est derrière. Vous imaginez bien que dans les relations internationales, quand quelqu'un vous donne beaucoup d'argent pour que vous puissiez pratiquer votre agriculture, ce don sera certainement conditionné à autre chose qui n'est pas toujours visible. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique publique pour 2022-2035, a mis en place le PSE Vert, une initiative qui vise à renforcer la résilience et l'autonomie des systèmes alimentaires, démarche qui place l'agroécologie au centre des actions. La politique agricole du président de la République, son Excellence Macky Sall, prend en compte une bonne partie de vos préoccupations sur la transition agroécologique. En effet, le PSE Vert, qui prévoit de faire de l'agriculture le moteur du développement de l'économie sénégalaise, est basé sur une agriculture saine et durable, compétitive et créatrice d'emplois. Votre vision pour la transition agroécologique est une initiative encourageante qui rejoint donc la volonté du gouvernement du Sénégal à travers le PSE Vert. Les activités de la 4e édition des Journées de l'agroécologie ont démarré depuis le 6 février et vont se poursuivre jusqu'au 16 février prochain, 10 jours qui permettront aux acteurs d'apporter des réponses pertinentes aux défis du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et à l'emploi des jeunes. Voilà, merci Dame Silla. Et puis le programme alimentaire mondial, le PAM, évalue avec les acteurs de l'éducation les progrès qui ont été réalisés dans le domaine de l'alimentation en milieu scolaire. D'ailleurs, un atelier pour mesurer les impacts de ce projet donc, a été tenu. Le compte rendu est signé Pape Koulingom. Le premier SABER réalisé en 2014 avait indiqué que l'alimentation scolaire au Sénégal était au stade émergent. Un constat, une appréciation plus que satisfaisante qui rassure et témoigne du dynamisme de la politique sénégalaise en matière d'alimentation scolaire. Nous avons toujours eu des cantines scolaires, mais ce qui a créé aussi un déclic important, une décision donc majeure prise par le président de la République, c'est d'aller vers, à partir de 2022, on a démarré l'année dernière, la mise en œuvre d'un programme présidentiel d'alimentation scolaire et élargi au secteur des daara. Parce que jusqu'ici, nous étions dans le secteur formel. Le focus était mis dans l'enseignement élémentaire. Nous avons élargi à l'enseignement moyen, mais maintenant, la nouveauté, maintenant, c'est qu'on a élargi aussi au secteur des daara qui font partie intégrante du système éducatif sénégalais. C'est aussi le lieu pour nous de féliciter de la nomination du président Macky Sall comme champion de l'alimentation scolaire, suite à sa décision de lancer le programme national et de faire adhérer le Sénégal à la coalition globale pour l'alimentation scolaire initiée par les gouvernements français et finlandais. Conscient de l'importance de l'alimentation scolaire en tant qu'intrant de qualité, le ministère de l'Éducation nationale, en rapport avec ses partenaires potentiels comme le Programme alimentaire mondial, travaille à améliorer sa planification pour la mise à l'échelle du Programme national d'alimentation scolaire. Nous avons décidé de contribuer et de prendre en charge une cantine scolaire dans l'environnement de là où nous vivons et en accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais on a décidé de faire des bibliothèques pour enfants. Et chacun d'entre nous a décidé de parrainer ou de marrainer une école, un groupe d'enfants dans une école, si on ne peut pas prendre l'entièreté de l'école. À partir du travail, de l'exercice que nous sommes en train de faire et en rapport avec nos partenaires, nous allons véritablement aller vers une meilleure planification et de manière graduelle aller vers une couverture nationale en matière de cantine scolaire. Cet atelier portant sur l'analyse des progrès réalisés en matière de politique nationale d'alimentation scolaire sera suivi d'un plan d'action qui vise à mettre en œuvre adaptée de la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition scolaire au Sénégal. Sport, d'abord, donc football, en bref, préparation de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Le Sénégal a remporté cet après-midi son dernier match amical face à la Tunisie, score 2-1. Les buts sénégalais ont été inscrits par Samba Diallo et Papa Amadou Diallo. Les Lionceaux vont prendre part à la CAN U20 en Égypte du 19 février au 11 mars prochain.
pétanque. Les 72 heures de Salé intitulées Mémorial Gassane Ezzedine, c'est le défunt président de la Fédération sénégalaise de pétanque, donc, qui ont pris fin ce week-end au boulodrome de l'aérodrome. 12 nations africaines et européennes ont pris part à cette compétition qui ont été dominées par donc, les équipes marocaines. Jacob Ndir et Tandara Ndiaye. Un record d'affluence à Saly Portudal à l'occasion d'un mémorial qui avait réuni tout ce que cela promettait sur le plan technique, mais également au plan émotionnel et surtout au plan organisationnel. La Fédération nationale des sports boules n'aura pas fait les choses à moitié, d'où l'appréciation de toutes les délégations étrangères présentes à ce grand rendez-vous des boules. Au résultat technique, ce sont deux équipes marocaines qui se sont imposées en triplette choisie. On a très bien joué. On va remercier les gens qui ont organisé ce tournoi. Ils ont bien fait. On va essayer de faire un bon résultat au championnat du monde comme on a fait en 2018 à Canada. La Fédération nationale a été plébiscitée par les délégations venues d'Europe, mais également du continent africain. C'est une première belle édition. On a eu plus de 125 équipes présentes, 12 nations étrangères présentes. Vraiment, on est très contents. Belle organisation. Comme innovation, on va avoir beaucoup plus de nations étrangères et on va se préparer pour bien recevoir les gens, mieux accueillir les gens et un plateau encore beaucoup plus relevé. Et j'espère des présences d'équipes africaines encore beaucoup plus nombreuses. La prochaine journée sera accueillie par le boulodrome de la Maison de l'Île, c'est à Saint-Louis, à l'occasion du concours qui sera en doublette choisie. Français et Mauritaniens sont les invités d'honneur, une organisation assurée par Saint-Louis Pétanque Club. Voilà, merci beaucoup Tanda Khendia et merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de coordination. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.